Bonjour tout le monde, je vais essayer de faire une petite récapitulation sur le cours d'électrocinétique. Alors, je vais essayer de diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, il va parler uniquement du cours. La deuxième partie, on va essayer de faire la correction de quelques exercices qu'on a déjà vus dans le cours. Mais c'est une petite révision pour ceux qui n'ont pas assisté au cours. Alors, je vais commencer par les généralités. Alors, quand on parle de circuit électrique, ce sont ensemble de générateurs et de charge. Donc, on peut diviser n'importe quel circuit électrique en deux parties. La première partie, ce sont les générateurs. Alors, quand on parle de générateur, c'est une source d'énergie qui va donner une énergie à un récepteur. D'accord? Donc, à savoir que les types de générateurs qu'on va voir au niveau de notre cours, il y en a deux. C'est premièrement le générateur de tension. Soit on peut le trouver avec le symbole d'une petite flèche à l'intérieur d'un cercle, soit avec deux pôles, un plus grand que l'autre. Le plus grand est positif, le deuxième est négatif. À savoir que le sens de générateur de tension il va suivre soit la flèche, soit du moins jusqu'au plus. Une autre chose qu'il faut marquer ici, que le générateur de tension et le sens de courant, il est le même. D'accord? Alors, il y a un autre générateur d'énergie électrique, c'est un générateur de charge qu'on ne va pas le voir au long de notre programme génie électrique. Et les récepteurs, alors, à savoir une petite récapitulation des récepteurs que vous avez vus dans le lycée. Vous avez vu les charges qui sont résistives, R, et des charges inductives comme les bobines, et des charges capacitives, comme des condensateurs. D'accord? Alors, en électrocinétique, on peut travailler en plusieurs régimes. Alors, dans ce chapitre, on va juste consulter le régime continu. Donc, on va voir uniquement les récepteurs résistifs. Au niveau des étoiles électriques, comme on a bien vu, il faut savoir qu'il y a plusieurs générateurs. Dans notre cours, on va voir uniquement les générateurs de tension et les générateurs de courant. On va commencer par la petite définition de générateur idéal. Alors, quand on parle de générateur de tension idéal, ça veut dire que la tension ne va pas changer avec le courant. Donc, n'importe quel courant on a, la tension, elle reste constante. Par exemple, la tension en volts et l'intensité en ampères, bien sûr, des unités. La tension, elle va rester constante. Alors, la même chose pour le générateur de courant qui est idéal. Alors, le courant ne va pas changer suivant la tension. Alors, le générateur de courant il va garder une intensité constante, quelle que soit la tension. Mais en réalité, rien n'est idéal. On va toujours se confronter au générateur de tension et des courants qui sont réels. Donc, il faut voir que pour le générateur, de passer pour un générateur idéal à un générateur réel, il y aura une chute de tension une chute de tension comme ça. Donc, à savoir, cette chute de tension, elle va créer une sorte de pente. Voilà, ça. Bien. Alors, une sorte de pente. Si on analyse un petit peu ce graphe, on peut trouver que la pente n'est rien qu'une petite résistance. Donc, si on fait une petite analogie du générateur de tension idéal à un générateur de tension réel, on va trouver que le générateur de tension, ou bien la modélisation d'un générateur de tension réel, c'est un générateur de tension qui est idéal, comme ça, en série avec une résistance petit r. Cette résistance, c'est elle qui va réaliser la chute de tension. D'accord?
vais effacer. Merci, très bien. Alors, le courant, il va être né, il va imposer une chute de tension au bord de la résistance. On peut la nommer U. D'accord? Donc, la même chose on peut faire pour le générateur de courant, mais à savoir que le générateur de courant, il ne peut que se diviser. Donc, il est nécessaire d'avoir une broche qui est en parallèle au générateur idéal, qui va être aussi représentée par une résistance, ou bien on peut aussi nommer une conductance G, qui est l'inverse de la résistance. D'accord? Donc, vous avez un courant petit i, qui va se diviser en deux courants, I1 et I2. Donc, notre générateur réel a aussi une pente comme ça. Donc, la diminution ou bien la pente, elle peut être modélisée à un générateur de courant en parallèle avec une résistance ou bien une conductance qui est l'inverse de la résistance. Donc, au niveau des générateurs, on peut voir qu'il est nécessaire de le modéliser en parallèle avec les résistances quand il s'agit du générateur de courant. Et quand il s'agit d'un générateur de tension, on va le modéliser avec un générateur de tension idéal en série avec une résistance. Alors, il y a une autre convention au niveau de puissance. Il faut savoir que pour les récepteurs, les puissances, ils sont tous négatifs parce que les récepteurs ils vont consommer de l'énergie, donc ils seront négatifs. Et pour les générateurs, les puissances ils seront positifs parce qu'ils fournissent l'énergie. Maintenant, on va passer d'une manière rapide au niveau on va passer un petit peu, on va parler un petit peu des associations des résistances. Alors, à savoir que les résistances, quand ils se représentent en série, on peut faire une résistance, on peut les modéliser en résistance équivalente qui va être égale à la somme des résistances. Pour les résistances qui sont associées en parallèle, si on veut les modéliser ou bien les simplifier à une seule résistance équivalente, il faut faire la sommation des conductances. Alors, au niveau des topologies, il faut savoir que les topologies, on peut les représenter suivant, on peut les voir suivant des nœuds, des mailles et des branches. Alors, je vais expliquer un petit peu. Exemple de circuit qui est devant vous. Vous pouvez voir qu'il y a un seul générateur. Vu son symbole, c'est un générateur de tension qui va attaquer un ensemble de résistances ou bien ensemble de charges qui sont associées de cette façon, à savoir, par exemple, la tension, il va attaquer la première branche qui est en parallèle du potentiel A jusqu'à potentiel F. On a une charge de potentiel A jusqu'à B. On peut voir que la naissance d'une maille, de cette maille, première maille, c'est A, B, E, F. On peut voir la naissance d'une autre maille, B, deuxième maille, B, C, D, E. Aussi, l'association qui est parallèle entre ces deux résistances aux bornes de la tension des deux potentiels C et D. On peut aussi donner, ces deux mailles peut aussi donner une autre plus grande maille A, C, D et F. C'est une autre grande maille. Au niveau quand on parle de branches, on parle de tension, c'est-à-dire, si on veut compter le nombre de branches, on peut dire que AF est une branche, première branche, si je peux. C'est très nécessaire de savoir ces deux notions de branche et de nœud et maille pour bien comprendre les autres théorèmes. Alors, la première branche, on peut dire que A et F, c'est une branche. On peut dire que A et B, c'est une branche. F et E est une branche, etc.
Au niveau des nœuds, c'est la liaison entre trois branches. Alors, la première branche est celle-là, avec la liaison avec la branche AF et la branche BF. Il peut donner une nœud A. Donc, le premier nœud veut dire nœud A. B, c'est une nœud aussi. C aussi. E aussi. Donc, les topologies d'un circuit électrique peuvent se présenter sous forme de mailles, de branches, ensemble de branches et ensemble de nœuds. Alors, quand on parle de nœuds, la première loi qui vient en tête, c'est la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des courants entrant à la nœud égale la somme des courants sortant à la nœud. Dans cet exemple, vous pouvez voir que la nœud A, il y a le premier courant, ou bien le premier courant I1 est entrant à la nœud, I2 il est sortant, I3 il est sortant, I4 il est sortant. Donc la somme des courants, par exemple, la somme des courants entrants, on a un seul courant entrant nommé I1 égale à I2 plus I3 plus I4. Cet exemple, on peut voir qu'il y a uniquement un seul courant entrant, mais on peut avoir d'autres exemples. Par exemple, si vous avez une B comme ça, et vous avez plusieurs branches, dans cet exemple, on a 4 branches. On a le premier courant I1, il est entrant. On peut avoir aussi un courant I2 qui est entrant. On peut avoir I3 qui est entrant, et I4, il est entrant. Donc, on a deux courants qui sont entrants et deux sortants. Comme ça. Alors, quand on parle de nœud, quand on parle de nœud, on parle de loi de nœud. Quand on parle de maille, il y a la loi de maille. Alors, par exemple, vous avez le circuit qui est suivant. Vous avez une maille qui est représentée par 4 nœuds A, B, C, D. Et aussi, on peut dire qu'elle est représentée par 4 branches. À savoir que la première branche A et B, c'est une association de deux dipôles. Le premier dipôle, c'est un générateur de tension E1, une résistance R1. Pour la branche B, C, vous avez uniquement une résistance R2. La branche C et D, vous avez la résistance R3 et le générateur E3. La résistance R4 et pour la dernière branche, résistance R4 et générateur de tension E4. À savoir qu'il faut bien faire attention à une petite chose qui est très importante au niveau de la loi des mailles, ce sont les sens. Il faut noter toujours que le générateur de tension, soit de tension, soit de courant, vous avez le sens de courant et de tension, il est le même. Mais pour les dipôles, par exemple, dans les résistances, vous avez un inversement de sens. Par exemple, dans cette branche A et B, vous avez le sens de courant qui est comme ça. Il se présente comme ça. Vous avez le courant qui part de la nœud B vers la nœud A. Donc, si je veux représenter la tension, je vais la représenter dans le sens opposé. Par exemple, UR1. Donc, si je veux dire que si je veux représenter la tension U1, alors U1 égale à quoi? Toujours en respectant le sens, égale à UR1 plus moins la tension E1. Parce que E1 et U1 a deux sens opposés. Donc, si je veux détailler un petit peu la tension UR1, je vais écrire R1 multiplié par I1 moins tension E1. Alors, maintenant, je vais citer la loi des mailles. La loi des mailles, premièrement, il faut choisir un sens. Dans cet exemple, on a le sens comme ça, mais on peut prendre autre sens. D'accord? Donc, on va voir, dans une maille qui est toujours un circuit fermé, la somme des tensions A à 1 d'une nœud à un autre égale à 0. Dans notre exemple, la branche A est jusqu'à B,
La branche AP est représentée par une tension U1. Donc, on va voir. Alors, dans la branche de A vers P est représentée par la tension U1. Donc, on va écrire, on va voir si U1 il est dans le même sens choisi. Donc, si c'est le cas, donc on va écrire U1. On va voir la deuxième branche. On a vu la A vers B, on va voir maintenant B vers C. On va voir que B vers C, la tension U2, elle est au sens opposé du sens choisi. Donc on va mettre moins U2. Même chose du C vers D. On va voir que U3 est dans le sens opposé. On va mettre moins U3. Et maintenant U4 est dans le sens aussi opposé. Donc on va mettre moins U4. Et la somme égale à 0. D'accord? C'est ça là, l'énoncé de la loi des mailles. La loi des mailles, et la maille c'est quoi? Ce sont ensemble de branches qui vont réaliser un cercle fermé. Ce cercle fermé, si on fait la somme des tensions, il va avoir comme valeur 0 volt. Donc la loi des nœuds, la loi des mailles. Maintenant, on va passer à une autre loi fondamentale. Maintenant, on va voir la loi de Millman. Alors, la loi de Millman, toujours, on aura besoin d'une nœud et ensemble de branches. Dans cet exemple, vous pouvez voir que la nœud est formée par trois branches. La première branche, je vais zoomer un petit peu. Alors, voilà. On peut voir que la nœud V est formée par trois branches. La première branche qui est le générateur de tension V1 et la résistance R1. La deuxième, c'est la résistance R2 et la tension moins V2. La troisième branche, c'est la résistance R3 et la tension V3. Il faut faire attention que si on veut calculer, la loi de Millman nous aide à trouver la tension V. La tension V est formée et commence du potentiel grand V jusqu'à la masse. Donc c'est ça la tension V. Alors la tension V, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que, ou bien la détermination de la tension au bord de la branche vers la masse, au bord de la nœud vers la masse, pardon, elle vaut la somme des tensions, des générateurs de tension VK dans chaque branche sur les résistances, la résistance en amont, divisée par la somme des conductances, ou bien la somme des inverses des résistances. Alors, dans cette branche, si on veut l'appliquer, on va trouver que si on commence par la première branche V1, on va écrire le générateur V1 sur la résistance R1, comme ça. Alors, dans la branche V2, on va trouver que la tension a un sens opposé. Alors, il faut savoir une petite chose, que parfois dans les exercices, vous ne trouvez pas cette écriture ici, vous trouvez uniquement le générateur de tension. Il faut toujours faire attention au sens du générateur. Dans notre cas, vous pouvez voir que la flèche il vient de haut vers le bas. Donc, elle possédera un signe négatif, comme ça, en V2 sur R1. Faites très attention dans cette partie parce qu'on peut trouver que pas mal d'élèves ils font ces erreurs. Donc, toujours, à chaque fois que vous trouvez un générateur, vous écrivez un terme en haut, dans le numérateur, vous écrivez son terme dans le dénumérateur. C'est très important. Donc, dans la dernière branche V3, et là, le bon sens, on va écrire toujours V3 sur R3 et 1 sur R3. Très bien. Maintenant, il faut faire attention à une petite chose. Parfois, vous trouvez des branches comme ça. Je vais vous donner un exemple. Des branches qui n'ont pas de générateur de tension, mais je vais le tracer. Donc, si j'écris par exemple le potentiel M, j'ai une résistance comme ça, avec un générateur de tension. On va écrire
va le tracer dans le même sens, de sens entendu en E, et une autre résistance, par exemple R, on va écrire une différence de résistance comme ça, sans aucun générateur de tension, et on peut trouver par exemple une résistance avec un générateur de tension au sens négatif. Donc ici j'ai essayé de faire le maximum de cas. Donc on va écrire V2. Alors si on veut trouver la tension Vm, alors on va commencer par la première branche qui est classique. On va écrire la tension V1 sur R1. Toujours si on écrit un terme en numérateur, on va écrire son terme en dénumérateur. Il ne faut pas oublier ça. Alors, quand vous voyez la deuxième branche, vous avez une résistance R2, mais vous n'avez pas un générateur de tension. Alors, il faut savoir une petite chose, que le générateur de tension, si sa tension est nulle, 0 volts, il est représenté uniquement par un fil. Donc, on peut aussi considérer qu'il existe ici un générateur de tension, mais sa valeur, ou bien sa mesure, elle vaut 0 volts. Donc, on écrit 0 sur R2 et le terme en bas. Il faut noter une petite chose, qu'ici, quand on trouve beaucoup de fautes qu'on met par les élèves, ils oublient cette branche, et ils n'ajoutent pas ce terme en numérateur, et ils oublient le terme en dénominateur. Même s'ils connaissent la règle, ils font ces fautes. Donc s'il vous plaît, faites attention dans cette partie. Alors, on passe à la dernière branche. On va voir que le générateur de tension V2, il est dans le sens opposé. Donc, on va mettre un moins V2 sur la résistance. Si on la nomme R3, comme ça, on va faire la différence entre les résistances. 1 sur R3. S'il vous plaît, il n'y a pas un signe moins. Alors, à noter, parfois on trouve des branches, mais c'est rare, mais on les trouve, des branches comme ça. Et les élèves, ils se trompent toujours. Vous avez une branche directement avec un générateur V, je vais nommer V2, comme ça, il n'a pas une résistance, M, et vous avez une résistance, par exemple, comme ça, R2, et R, un générateur de tension, V1, et une masse. Alors, quand on vous dit de chercher la tension Vm, et vous commencez à appliquer Millman, vous trouvez que la dernière branche V2, qui est la générateur de tension V2, elle ne possède pas de résistance. Alors, vous commencez à faire de n'importe quoi, d'écrire Millman. Parfois, je trouve des élèves qui donnent une résistance virtuelle qui a 0 ohm, c'est pas juste. Il faut savoir uniquement que la tension V2, c'est la tension Vm cherchée, parce qu'ils sont en parallèle. Donc, c'est V2 directement. Alors, maintenant, on va passer à un autre théorème, ou bien à une autre loi, c'est la loi des diviseurs de tension. Alors, cette loi de diviseur de tension, vous pouvez la trouver, je vais zoomer un petit peu, ce sera mieux. Alors, on peut voir que la loi diviseur de tension est là. Alors, la condition d'appliquer une diviseur de tension, c'est de trouver de résistances qui sont en série. Ces résistances-là, ils sont en série. Donc, on peut appliquer diviseur de tension. Alors, dans l'application de cette loi, et sa difficulté, c'est de savoir, ou bien de comprendre, c'est quoi une résistance, deux résistances en série. Deux résistances en série, ce sont deux résistances qui sont parcourues par le même courant. On peut trouver que le courant I, il va passer de la résistance R1 et il va passer aussi de la résistance R2. Donc, il faut savoir une autre chose, que la naissance de la division de tension, c'est de trouver que le courant I, il vaut à la grande tension U divisé par la somme des résistances R1 plus R2 est égal aussi à la tension U2 divisé par la résistance R2. Et si vous mettez ce terme R2 vers la gauche, vous allez trouver la loi du diviseur de tension. Donc, parce que le courant, on peut le trouver par deux expressions. Donc c'est ici qu'on a trouvé la loi du diviseur de tension. Donc s'il vous plaît, faites attention
il faut toujours trouver deux résistances de série pour appliquer une division de tension. Parfois, on peut trouver des circuits qui vous paraît qu'ils sont en série, mais non, ils ne sont pas. Donc, il faut toujours faire attention. Par exemple, si vous avez une résistance R1 et R2 et ici il y a une autre troisième branche, ça veut dire que le courant I va se diviser en deux parties. La première partie, c'est la partie de la branche I1, par exemple, on peut nommer le courant I1, et le courant I2. Dans cet état, on ne peut pas dire que la résistance R1 et R2 ils sont en série, ils ne sont pas parcourus par le courant. R1 est parcouru par le courant I et R2 est parcouru par le courant I2, donc ils ne sont pas en série. Faites attention s'il vous plaît. Au niveau de la deuxième, ou de la loi qui dit tension dit aussi courant, on peut dire que la loi du courant vient aussi du fait que l'expression de trouver, si on trouve deux résistances en parallèle, on peut dire que l'expression du courant peut se diviser, on peut trouver que l'expression de courant suivant deux méthodes. La première méthode, c'est U égale le courant I multiplié par R1 en parallèle avec R2. On peut trouver aussi que le courant U, juste au niveau de la deuxième branche, ici, égale à R2, multiplié par le courant I. Donc faites par le courant pardon, I2. Donc faites l'égalité et vous allez trouver l'expression du diviseur de courant. Alors la même chose. Ici, il faut faire attention à le parallélisme des deux résistances. Parfois, si vous trouvez des résistances, le parallélisme des deux résistances, il est comment, on peut le trouver comment? Tout simplement, c'est de vérifier les potentiels. Par exemple, si vous avez une résistance R1 comme ça, même si vous avez une R1, même si vous avez des composants R, générateur de courant, générateur de tension comme ça, et vous avez une autre résistance, on peut l'appeler R2, on peut dire que les deux résistances R1 ils sont en parallèle. Pourquoi? Pour la simple raison que la R2, puisque la résistance est un dipôle, le premier pôle est commun avec la résistance R2, donc ça c'est le premier potentiel, on peut le nommer M par exemple, et le pôle R1 possède un autre potentiel commun avec la résistance R2, donc on peut le nommer M2, donc on peut dire que la résistance R1 est en parallèle avec R2. Un autre faute qui est commun, que je trouve pas mal de fois, c'est par exemple si vous avez un montage comme ça, vous avez une résistance, donc je vais la nommer R1, une autre résistance qui est comme ça, sous forme d'anneau R3. Voilà, à savoir, ici j'ai une branche, je vais la nommer M, une autre branche N, la branche ici qui est commune, je peux la nommer B. Alors, je ne peux pas dire, dans tous les cas, je ne peux pas savoir les associations de ces trois résistances. Je ne peux pas dire que R2 est en série avec R1 et R3 parce qu'on a ici une nœud. Donc, on peut avoir une naissance d'un courant. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont en série, je ne peux pas dire qu'ils sont en parallèle. Alors, je ne peux pas associer R2 et R3 en série puis dire que R1 en parallèle. Donc, dans ce circuit, je ne peux pas ni dire ni le simplifier en parallélisme ni en série. Donc, faites attention s'il vous plaît. Il faut toujours vérifier que dans le série, vous avez le même courant qui parcourt les deux résistances. En parallèle, vous avez les mêmes potentiels en bord des dipôles. Alors, voilà, ça c'est au niveau des théorèmes qu'on va voir. Il y a un autre théorème, je vais le citer, c'est le théorème de Stefan Houghton, à savoir que parfois vous avez des circuits qui sont un petit peu plus compliqués. Si je vais vous donner un exemple, si vous pouvez avoir plusieurs générateurs, par exemple, une résistance R. Vous avez par exemple un générateur, non, on va écrire une résistance R, un générateur de tension, on va nommer O2, par exemple, une masse. Et finalement, vous avez une résistance comme ça, R3. Et il est demandé de trouver l'expression de U. Alors, dans ce cas,
peut voir qu'on a plusieurs sources d'énergie. Donc, est-ce que c'est possible, je vais vous poser une question, est-ce que c'est possible d'appliquer un diviseur de tension, par exemple, on veut trouver l'expression de U. Est-ce qu'on peut appliquer le diviseur de tension en bord de cette maille? Est-ce que c'est possible? Alors, diviseur de tension, il faut vérifier toujours si les résistances ils sont en série. Est-ce qu'on peut dire que R3 et R, ou bien R2, ils sont en série? On ne peut pas dire que les résistances ils sont en série parce qu'ils ne sont pas parcourus par le même courant. Par exemple, vous avez un courant I2 qui sortant du générateur de tension E2 et un courant I1, même chose sortant du générateur de tension E2, E1, ils vont, s'associer ou bien ils vont passer par la nœud, par exemple, si je peux la nommer A, la masse M, ils vont créer un courant I. Donc, est-ce qu'on peut dire que I2 et I sont égaux pour dire que la résistance R2 est en série? Non. Donc, la solution du diviseur de tension n'est pas la condition de l'application de la diviseur de tension n'est pas valide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un autre théorème à savoir, c'est le théorème de superposition. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de superposition? Alors, superposition, on va appliquer. Alors, le théorème de superposition, on peut le réaliser en utilisation, on peut le faire si on a plusieurs générateurs. Alors, la méthode, par exemple, dans ce cas, vous avez le générateur, donc on pose que la tension U est égale à une tension U1 à condition que U1 est nul. Donc on va éteindre le premier générateur de tension, on va essayer de chercher l'expression de U1. Donc on va appliquer cette proposition, on va essayer de retracer notre générateur. Donc dans notre cas, vous avez un générateur de tension E1, donc pour l'annuler, il faut le court-circuiter. À savoir que si vous avez un générateur de courant, pour l'annuler, il faut l'ouvrir. Donc, il faut savoir, voilà, il vaut, on part de 0. Alors, le circuit simplifié, il va donner de cette façon, on aura une résistance R, comme ça, on parlerait avec une résistance, non, R2, en série avec un générateur nommé E2, comme ça. Et en parallèle, vous avez la résistance R3. Voilà. Ici, on va nommer U1. Courant I'. Donc, ce circuit est simplifié. Alors, si je veux chercher U1, comment je vais faire? Si je veux, par exemple, il est possible d'appliquer pas mal de méthodes. Alors, la méthode, on peut appliquer soit Millman, on va considérer que la tension U1, il vaut au U1, pardon, c'est VA, c'est la tension VA. On peut appliquer Millman, on fait comme ça. Donc, la première branche, c'est le générateur de tension E2 divisé par R2, plus on a la résistance R3, donc 0 sur 3, plus 0 sur R. Il faut toujours écrire, c'est pas grave d'écrire un 0 pour ne pas oublier les conductances dans le numérateur. Donc on a 1 sur R2, vous avez 1 plus ici, 1 sur R, plus 1 sur R3. Donc ça, c'est une méthode. Donc, on peut aussi faire une simplification, à savoir, la résistance, on peut dire que la résistance R3 est en parallèle avec la résistance R. Alors, comment je l'ai su? J'ai fait juste attention au bord de la résistance R3, la résistance R. On peut voir qu'ils sont communs. Donc, le potentiel, le premier potentiel de la résistance R
CA, c'est le même pour R3. Et le deuxième potentiel au niveau du dipôle R3, c'est la masse. La même chose pour la résistance R. Donc, ils sont en parallèle. Donc, on peut faire une simplification. Le circuit vaut, on peut nommer R équivalent. Donc, le circuit va devenir comme ça. On a une résistance R2 et une résistance R équivalente soumis à une tension U1 parce qu'ils sont en parallèle. Donc, générateur, on a ici le générateur E2 et la masse. Donc, est-ce qu'on peut dire que la résistance R2 et R équivalent sont en série? Oui, on peut dire ça parce qu'ils sont parcourus par le même courant qu'on ne va pas nommer I'. C'est un autre courant I second parce qu'on a associé la résistance R3 et R, donc ils ne sont pas soumis au même courant. Donc on va mettre I'. Alors l'intérêt de cet exemple, c'est pas de trouver R seconde, I seconde, mais c'est de trouver la tension U1. Donc on va appliquer le terme de diviseur tension, c'est E2, toujours le dénominateur c'est la somme des résistances R2 plus R équivalente. On va multiplier par quoi? On va multiplier par résistance soumis à la tension U1, ce qui est R équivalent. Donc on a trouvé U1. Très bien. Alors on va essayer de faire de même, mais cette fois on va appliquer les superpositions. Mais cette fois, on va faire une autre proposition. On va poser U égale à U2, mais cette fois, on va éteindre le générateur de tension E2. Alors, on va simplifier le montage. Alors, on va simplifier le montage. On va trouver que le montage est comme ça. Alors, on a une résistance R, générateur de tension E1, qui n'est pas éteint, mais cette fois on va éteindre le générateur de tension E2, ils sont tous soumis à une masse, mais on a une résistance R3, comme ça. Alors, la tension est U et le courant c'est petit. Alors, ce qui est clair et bien vu, c'est que on peut faire une simplification directe de la résistance du circuit en associant la résistance R2 avec la résistance R3. Va devenir une résistance R équivalente. Le circuit va devenir comme le même circuit qui est simplifié, mais cette fois on va faire un petit changement. C'est au lieu de d'écrire E2, au lieu de tracer E1, E2, on va tracer E1. Donc le circuit simplifié va devenir comme ça. Et on peut appliquer le diviseur de tension. Comme ça. Alors, je vais changer, au lieu de dire R équivalent, on va dire R équivalent prime. Alors, R équivalent prime. Et soumis à une tension U2. On a U2 égale E1 multiplié par R équivalent prime divisé par R équivalent prime plus la résistance R. Donc, après avoir fait ces positions, on peut dire directement que la tension qu'on cherche U est la somme des tensions trouvées U1 plus U2 en utilisant le théorème de superposition. Alors, je vais m'arrêter ici. La prochaine séance, je vais énoncer les théorèmes de Thevenin et Norton et aussi son utilisation, le fameux transformation Thevenin-Norton. Puis on va faire des exercices pour bien comprendre. J'espère que cette partie était claire et nette.
C'est pas très court, mais les prochaines vidéos vont être plus courtes. Je vais essayer de me concentrer sur les parties qui sont pas bien comprises par vous. Alors, je vous dis bonjour et à la prochaine.